Bienvenue et bonjour à toutes et à tous, donc, puisque on commence maintenant donc cette conférence sur Velázquez. Voilà, donc vous allez voir, Velázquez, c'est une conférence qui va durer à peu près 1h45 peut-être, hein, c'est à peu près. Et vous allez voir que c'est un peintre très intéressant, bien entendu, mais aussi qui peint avec une pensée de la peinture. C'est pas seulement quelqu'un qui peint, c'est aussi quelqu'un qui a une pensée de la peinture, d'artistes d'ailleurs, de grands artistes, hein. Il est issu de quelqu'un qui n'a jamais vraiment eu d'élèves mais qui a eu une descendance quand même énorme. Il ne s'y attendait d'ailleurs sans doute pas. C'est évidemment Caravage, Caravage qui est le maître, pas l'inventeur, mais enfin le grand maître au départ du clair-obscur, du chiaroscuro. Et vous allez voir que Velázquez, comme Rembrandt par exemple, donc sont dans la descendance de Caravage, aussi parce que Caravage va abolir la hiérarchie des genres. Vous savez, il y avait plusieurs genres dans la peinture. Il y avait le grand genre, c'était la peinture d'histoire, la peinture mythologique, la peinture religieuse. Puis on descendait comme ça. Et finalement, le dernier genre, le moins intéressant pour eux, les gens de l'époque, donc c'était la nature morte. Et Caravage, lui, il va abolir complètement la hiérarchie des genres. Il va bouleverser ça. Et que ce soit Rembrandt ou Velázquez, eh bien, ils vont faire de même. C'est un homme aussi il est né donc en 1599, vous voyez, il est mort en 1660, donc relativement jeune, hein, à 61 ans. Et en 23, il est très précoce, hein, il a 24-25 ans. Il est nommé Pintor da Camera par Philippe IV, euh, peintre de la chambre en fait royale, hein, c'est-à-dire c'est le peintre officiel de Philippe IV. Et ça c'est intéressant aussi parce que ce peintre donc qui est un peintre officiel va développer une peinture très personnelle qui prend des fois les choses à rebours, mais qui ne flatte pas forcément d'ailleurs ses modèles, mais vraiment qui inclut ça donc dans toute une conception de la peinture qui dépasse donc le problème donc du modèle et du sujet, hein, du sujet de la peinture. C'est aussi quelqu'un qui va, quand il a 22 ans à peu près, il va faire son premier voyage en Italie. Il va y rester 18 mois. Et là, il va découvrir la grande peinture italienne ça va changer complètement sa vision de la peinture et sa pratique de la peinture, alors qu'il est donc tout jeune encore, hein. Et on va trouver dans sa peinture même des germes de l'impressionnisme. Dans ses fonds de paysage, par exemple, il annonce Monet et Manet. Il va aussi envelopper ses scènes avec une atmosphère un peu immatérielle. Euh, c'est un homme aussi qui va faire des sujets très différents. Il va manier plusieurs genres donc dans cet art. Et en particulier, il va aborder beaucoup le nu, mais comme il y a l'Inquisition très présente en Espagne, donc beaucoup de ces nus vont disparaître, puisque le seul qui nous reste et qui est très intéressant, c'est donc sa Vénus au miroir, dont on parlera également tout à l'heure, hein. C'est un homme aussi donc qui découvre dans les collections, comme il est peintre du roi, peintre officiel, il va découvrir dans les collections royales toute la peinture, la grande peinture italienne qu'il a déjà entrevue donc en Italie, c'est-à-dire Titien, Tintoret, et puis aussi beaucoup de flamands. Et il va avoir donc disons l'influence de tous ces gens-là, de toutes ces origines-là. Et c'est une peinture qui va être très économe dans la palette. Il va avoir trois couleurs préférées ou quatre couleurs préférées. Il y aura le noir, il y aura le blanc, il y aura le gris et puis il y aura le rose également, hein.
Vous savez que quand Napoléon Ier va en Espagne, donc il pique tout ce qu'il peut au point de vue artistique en Espagne, il ramène ça en France, il le met au Louvre, et toute une génération, c'est Napoléon III qui rendra les tableaux à l'Espagne, et toute une génération de peintres, en particulier les impressionnistes, se découvriront donc Goya, découvriront Velázquez, et en particulier les Noirs de Velázquez, les Noirs de Velázquez, et ça vous l'avez beaucoup donc dans la peinture impressionniste. Et puis c'est quelqu'un aussi qui va travailler sur le rapport entre la vérité, la réalité, si vous voulez, et puis la peinture, et puis le faux que représente donc la peinture, la relation donc de la peinture au vrai. Et Innocent X, dont il fera beaucoup de portraits, le pape Innocent X, dira cette peinture mais c'était un éloge hein, dans sa bouche. Cette peinture est trop vraie. Hein. Voilà, donc il va avoir, vous voyez, tout cela, il va revenir en 1631, donc à Madrid. Il est donc peintre officiel très vite, tout de suite, hein, et il va faire aussi beaucoup de portraits donc de la famille royale, bien sûr, et en particulier donc de Philippe IV. C'est-à-dire qu'il y a énormément de portraits de Philippe IV par lui. Et donc c'est quelqu'un donc qui va faire plusieurs expériences picturales sur le même personnage, et donc ça va être une sorte de cobaye. Vous voyez, le personnage qu'il peint devient en quelque sorte donc un cobaye. Et comme je vous l'ai dit, donc sa peinture est une peinture qui pense. Il a des relations donc très amicales, très, je dirais, proches avec Philippe IV, et Philippe IV va montrer toute l'estime qu'il a pour lui. D'abord, évidemment, en le décorant, on en parlera aussi, on évoquera ça. Et puis, Velázquez dira à Philippe IV, j'aimerais bien retourner, m'absenter à nouveau, aller en Italie, de nouveau, retravailler en fonction de l'Italie. Donc, est-ce que vous me permettez de m'éloigner donc et Philippe IV va dire très bien, d'accord, bon, il me faut une raison pour te laisser repartir en Italie. Alors il sera chargé aussi d'acheter en Italie donc des peintures et des statues antiques. Et il va aussi beaucoup découvrir enItalie la peinture enfin les paysages donc qui est à l'arrière-plan des tableaux. Et on n'a pas beaucoup de paysages de lui, mais on en a deux qu'il a fait à la Villa Médicis. Donc, on en connaît deux, en tout cas, qu'il a fait à la Villa Médicis et qui va ramener en Espagne. Et ces deux tableaux, on n'en parlera pas parce que c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais ces deux tableaux sont déjà des tableaux un peu expérimentaux, puisque c'est sans doute, on pense que c'est sans doute les premiers tableaux qui ont été peints en plein air en Occident, voyez, et qui montrent, disons, un Velázquez très marqué, très intéressé par la qualité de la lumière, vous voyez, et évidemment c'est quelque chose que les impressionnistes, Manet et Monet en particulier, n'est-ce pas, vont lui reprendre, vont s'en inspirer. Donc le voyage, vous voyez, le voyage à Rome est important. Ça va être vraiment très formateur pour lui. Et il se trouve aussi que Madrid à l'époque est une grande ville de tourisme artistique, si je puis dire, puisque donc pratiquement les collections royales qui se trouvent donc à Madrid, eh bien s'imposent donc à l'égal des collections qu'on trouve à Rome et qu'on va visiter donc à Rome. Voilà, donc vous voyez, c'est un personnage qui se trouve donc à un moment particulier, un moment particulier donc de l'histoire de son pays, de l'histoire de l'Espagne,
et ça va le favoriser donc son espèce de d'excellence donc dans tous les genres de la peinture. Et il y a deux expressions que j'aime bien pour le caractériser. Il y a l'expression de Manet qui dira de lui qu'il est le peintre des peintres. Et puis on va voir dans premier tableau qu'on va voir un hommage que va lui rendre le grand peintre italien Luca Giordano, et il appellera cela la théologie de la peinture. Et vous allez voir que effectivement, quand on finira sur les Ménines, notre petit entretien d'aujourd'hui, et donc vous allez voir que c'est effectivement donc quelque chose donc de très important. C'est la théologie de la peinture, c'est-à-dire aussi la pensée, une peinture qui est aussi la pensée de la peinture. Les Ménines est un tableau absolument fascinant pour cela. Il, euh, il entre à 10 ans dans l'atelier, vous voyez, il entre à 10 ans dans l'atelier de Francisco de Herrera le Vieux, qui est un caravagiste, et évidemment, donc, son maître va beaucoup lui montrer, lui présenter Caravage, lui faire connaître la peinture et l'art de Caravage, mais il va être très très proche de quelqu'un qui va aussi nous donner beaucoup dans des lettres, etc., enfin, dans des textes, des indications sur Velázquez, qui s'appelait Francisco Pacheco, qui est aussi son second maître, et il a cette proximité-là avec Goya. Tous les deux vont épouser la fille de leur maître, et il va devenir aussi donc le gendre de Francisco Pacheco. Et, euh, et donc Pacheco aussi est quelqu'un qui est très influencé par la Renaissance italienne et très sensible disons, au naturalisme du Caravage, auquel donc évidemment donc Velázquez devra beaucoup. Le Philippe IV donc le rencontre pour la première fois en 1623, donc il a 24 ans, vous voyez, 23-24 ans, et un mois et demi plus tard, Philippe IV est totalement enchanté par le premier portrait qu'il fait, qui n'est pas d'ailleurs très flatteur. Comme Goya, il va montrer, disons, les difficultés physiques, enfin plastiques, si je puis dire, des souverains, hein, avec un petit peu prognate, comme ça, le visage prognate qu'avaient les Habsbourg. Et donc tout de suite, vous voyez, il est tout jeune, et évidemment, donc Philippe IV le prend à son service, le langage donc, et on a pu se demander d'ailleurs pourquoi que ce soit sous Goya, que ce soit sous Velázquez, donc les souverains ont toujours accepté des portraits qui ne les flattaient pas. Euh, on n'a pas de réponse. Mais sans doute une des possibilités, c'est que ils pensaient que ces peintres de génie allait les rendre immortels. Vous voyez en tant que souverain, il ne serait pas, il serait mortel, on les oublierait, mais grâce donc au génie de leurs peintres, de leurs portraitistes, eh bien, on pourrait donc les connaître donc dans les siècles qui suivent. Donc il va imposer son style, vous voyez, dans le portrait d'apparat, et il va donc bousculer toutes les conventions académiques, mais si vous voulez, il va bousculer les conventions académiques en étant au service finalement du sujet qu'il peint, c'est-à-dire qu'il va, en fait, la façon dont il les peint, qui bouleverse complètement donc la manière du portrait officiel, la façon dont il les peint donc renouvelle complètement le genre. Et il faut dire aussi que les grands, les souverains intéressants, les souverains intelligents de l'époque aiment les artistes. Par exemple, Philippe IV, dont on a pu s'étonner que Philippe IV s'entiche comme ça de Velázquez. Il ne faut pas oublier que Alexandre le Grand, autrefois, s'était entiché d'Appel, etc. Enfin bon, que Charles
c'était entiché du Titien. Enfin bon, vous voyez, c'était quelque chose quand même, c'était pas quelque chose de très original. Et donc Philippe IV, c'était pas du tout offusqué non plus quand la gouvernante des Pays-Bas lui envoyait comme ambassadeur un simple peintre, mais ce peintre qui était donc ambassadeur, c'était un certain Rubens. Et voyez donc que Velázquez donc a accueilli apparemment donc en 1628. Et vous voyez, c'était pas donc c'était quelqu'un d'intéressant par son rapport à l'art, Philippe IV également. Hein. Voilà, et il va donc en 1627, il a 28 ans, il est donc peintre officiel déjà depuis quelques années. Il va avoir une charge donc d'huissier de la chambre de Philippe IV avec une pension. Et c'est important ça parce que il n'a pas besoin de vendre, vous voyez, et ça va être important dans son ascension sociale. Il n'a pas besoin de vendre puisqu'il est payé donc par le roi. Et il aura aussi un logement de fonction, ce qui est quand même avec un atelier, ce qui est quand même aussi quelque chose donc d'extrêmement important. Alors je vous ai parlé donc de Luca, de l'hommage que Luca Giordano lui avait rendu. Et voici donc le tableau, donc l'hommage à Velázquez, donc la théologie de la peinture, d'après Luca Giordano, donc un peintre italien, vous voyez, qui vit après, il est presque d'une génération d'après Velázquez, mais il est en admiration complète devant Velázquez. Alors c'est un tableau très intéressant et qui montre bien, d'ailleurs il a tout à fait compris, Giordano, la problématique de la peinture de Velázquez. Vous voyez, vous avez un tableau qui est en deux parties. La partie basse, vous avez un homme qui possède un chien, qui a un chien à côté de lui, et ce chien va aboyer après donc un serviteur à gauche, donc un serviteur qui porte une corbeille de fruits. Il porte cette corbeille de fruits à l'étage supérieur, donc à l'étage supérieur où il y a donc des gens importants. On a longtemps pensé que c'était donc la famille royale. C'est pas la famille royale. On a découvert ensuite, donc depuis quelques années, on a découvert qu'il s'agissait que le personnage principal, c'était un certain comte de Santisteban avec sa fille et les membres de sa maison. Donc c'est pas Philippe IV, mais c'est un homme important puisqu'il avait été vice-roi de Naples et qui possédait aussi un grand croquis de Luca Giordano dont la description correspond. Vous voyez, c'est un croquis qui représentait donc fait pour ce tableau-là. Alors, pourquoi c'est un tableau important? Parce que, vous voyez, le serviteur en bas avance avec ses fruits, donc dans une corbeille, et puis on a l'impression que le personnage qui est à droite l'arrête. Il a cette main comme si la main l'arrêtait, et il lui envoie un chien. Et le chien aboie pour l'empêcher de passer. Ça veut dire, mais pourquoi tu viens? Tu apportes cette corbeille de fruits puisque ça n'est qu'une peinture. Mais donc, c'est pas la peine de leur donner une peinture là-haut. Ils ne pourront pas la manger. D'ailleurs, eux-mêmes sont des personnages donc peints. Vous voyez, ça nous rappelle une anecdote de l'Antiquité quand le grand peintre grec qui s'appelait Zeuxis, n'est-ce pas, avait peint un support, il avait peint des raisins et on avait exposé ce tableau dans un théâtre antique et les oiseaux se fracassaient le bec parce ils voulaient picorer, ils voulaient picorer donc les raisins qui étaient peints. C'est-à-dire, à la limite, n'est-ce pas, la peinture peut être extrêmement mimétique, mais elle n'est qu'une peinture. Ça, il ne faut pas confondre donc avec la réalité. Elle a ses propres lois, et c'est pourquoi c'est la théologie de la peinture, enfin, en partie parce que on étudie donc dans la peinture, quand on peint, on étudie le rapport donc aussi avec le réel. Hein. Euh, voilà, donc vous voyez un tableau qui montre l'importance de Velázquez
donc chez les peintres qui l'ont suivi, donc avec en particulier Luca Giordano. Et puis évidemment, on évoquera aussi donc Francis Bacon. Vous allez voir que Francis Bacon est fasciné littéralement par Velázquez, hein, le grand peintre Francis Bacon. Et voici une citation de lui. Ce qui est extraordinaire chez Velázquez, c'est la façon dont il a su garder l'image si proche de ce que l'on appelle l'illustration, et en même temps révéler avec autant d'intensité les émotions les plus grandes et les plus profondes qu'un homme puisse éprouver, ce qui fait de lui le peintre incroyablement mystérieux qu'il est. C'est-à-dire que, vous voyez, Bacon, quand il parle de l'illustration, donc c'est l'illustration du réel, donc la copie mimétique du réel, mais en même temps, c'est pas seulement ça, ça révèle donc les émotions les plus grandes et les plus profondes qu'un homme puisse éprouver. Et ça, vous voyez, c'est ce qui n'est pas palpable dans la peinture de Velázquez, c'est le ressenti qu'on peut avoir donc dans la quand on regarde un tableau de Velázquez. Alors on va passer directement donc. Alors j'ai choisi évidemment, puisque c'est le thème, uniquement des tableaux ou presque uniquement des tableaux qui ont trait donc au rapport donc de Bacon avec le pouvoir. Voici voici un tableau intéressant, le prince Balthazar donc qui naît quand donc il est un futur postulant au trône d'Espagne, hein, et il naît quand Velázquez se trouve en Italie pour la deuxième fois, et on doit faire un portrait donc du petit Balthazar très vite, et il va retarder le portrait, Philippe IV. On lui dit, ben, puisque Velázquez n'est pas là, on va prendre un autre peintre. Pas question, pas question. On ne fera pas le portrait tant que Velázquez ne sera pas rentré, car ça ne peut être que Velázquez donc qui fait ce portrait. Et donc, vous voyez l'importance donc le côté même irremplaçable donc de Velázquez pour le souverain. Il ne veut pas d'autre pinceau que celui de Velázquez pour fixer les traits de l'héritier tant espéré. Il est marié avec Isabelle de Bourbon, donc encore, et il va attendre donc le retour donc à Madrid donc de Velázquez pour lui donner. Voyez, regardez cette extraordinaire lumière. Hein, c'est le plus beau de ce tableau, c'est quand même c'est le travail sur la lumière. On est en pleine lumière caravagesque. Bien entendu, euh, c'est pas le genre de personnage qu'utilisait donc euh, euh, Caravage, mais voyez la façon dont la lumière est traitée, elle est tout à fait caravagesque. Et il a aussi, regardez, fait un très beau travail sur le vêtement. Regardez la qualité donc des tissus. Et il le dote donc de ce bâton que vous retrouverez dans plusieurs tableaux de Caravage, qui est évidemment le bâton de commandement, puisqu'il est donc l'héritier du trône. En fait, il n'héritera pas, il mourra, mais voilà. Hein. Et puis, vous voyez aussi ce rideau rouge à gauche, ce fond noir qui déjà est indistinct en fait. On ne sait pas si c'est un espace vide ou un mur, enfin on ne sait pas. Ça, c'est aussi quelque chose qui reprend à Caravage. Vous voyez, chez Caravage, il y a beaucoup de rideaux rouges comme ça qui apparaissent, et puis très souvent un fond totalement neutre qui est sombre, noir donc, et qui jette en avant en quelque sorte donc le personnage donc du Bourbon. Vous voyez, on est dans quelque chose, dans une manière de représenter un personnage officiel. Ce Bambin est un personnage officiel, hein, il a 3-4 ans hein, là sur le tableau, puisque je vois que quelqu'un pose la question. Et ce personnage, il est peint d'une manière totalement inhabituelle dans le dans le portrait comme ça officiel hein, qu'on fait à l'époque. Et puis il y a un autre portrait important
elle va avoir de l'importance dans la. Ah oui, quelqu'un me demande si il a la patience de poser devant le peintre. Vous savez, on faisait pas exactement poser les gens. On disposait souvent les vêtements sur un mannequin, et puis on rajoutait après le visage, hein, pour évidemment éviter. Par exemple, Isabelle de Bourbon, donc la première épouse de Philippe IV, elle détestait peindre, donc on l'obligeait pas forcément à rester, mais à rester devant pour poser, mais donc on disposait le vêtement sur un mannequin ou sur disons une doublure en quelque sorte, hein, et puis on mettait le visage après. Hein. Mais on est vraiment, vous voyez, on est vraiment sous l'influence caravagesque. Alors l'autre personnage important, c'est l'infante Margherita, qui est aussi quelqu'un qui, à la mort de Balthazar, devient l'héritière du trône. Et puis elle va mourir également juste après qu'il ait peint les Ménines, elle va mourir et donc heureusement entre-temps un petit garçon est né, donc le trône est sauvé. Et ce qui est intéressant, vous voyez, on est dans deux choses complètement différentes. Regardez la différence de style, vous voyez, entre, entre le prince Balthazar, on est vraiment dans quelque chose sous l'influence du Caravage, et là, on est dans une autre chose. Hein. La position de l'enfant, bon, est un peu pareille que celle un peu raide comme ça, hein, que celle du bambin. Mais regardez le décor, hein, le décor, on est dans un espace, je vous mets en question l'espace de Matisse ou d'un Monet ou l'espace de Monet, vous voyez, on est dans des couleurs, dans un bleu qui pourrait être un bleu Matisse, n'est-ce pas? On a parlé récemment de Matisse. Vous voyez, on est un peu c'est beaucoup plus moderne, si je puis dire, beaucoup plus original même que le portrait de Balthazar, hein, qui est magnifique et qui est déjà en dehors disons des rails de l'époque, de ce genre de portrait officiel de l'époque, mais vous voyez, on est vraiment dans un tableau qui n'est pas du tout, vous voyez, on est en 1653, vous imaginez déjà faire un tableau comme ça, vous voyez, avec cette espèce de vitesse de la touche, vous voyez, de presque de peinture inachevée ou faite très vite, n'est-ce pas? Dans laquelle quand même il garde une influence de Caravage, la même influence que Rembrandt d'ailleurs aura, mais vous trouvez aussi cette manière de faire chez Titien. Vous voyez, si on agrandissait, vous verriez que le visage est plus net que le décor et que le costume. On avait l'habitude, donc, souvent dans les portraits officiels, de flouter un peu le décor et puis les vêtements pour que l'œil soit directement attiré par le visage, qui est quand même donc le plus important donc du personnage. Alors, ça, c'est les enfants, ce sont les héritiers, mais le personnage à qui il a affaire, donc, c'est évidemment donc Philippe IV, et dont voici le portrait donc en 1632. C'est un tableau qui se trouve donc à Londres, à la National Gallery, et qui s'intitule, c'est l'intitulé, c'est comme ça qu'on l'appelle, le portrait en brun et argent. Hein. Vous voyez que effectivement, il s'est complètement libéré. Hein, quand on voit par exemple, encore une fois Balthazar, donc, hein, vous voyez, comme tout est précis, comme tout est. Et ici, donc, vous voyez, il s'est complètement libéré. Euh, on, c'est un portrait donc avec un costume avec de l'argent, des petites touches successives. Et si on regarde bien le vêtement en particulier, c'est des petites touches lumineuses, vous voyez, qui sont des petites touches successives, lumineuses comme ça d'argent, qui annoncent déjà l'impressionnisme. Et quand le roi voit ce portrait, il dit mais il n'est pas achevé ce portrait, il est inachevé et il avait dit
en riant un petit peu d'ailleurs, il n'était pas très méchant avec Velasquez. Il avait dit, oh bah oui, c'est parce que Velasquez, c'est un flemmard, il a la flemme de finir ses tableaux. Il trouvait que le tableau n'était pas achevé. Tiens, c'est exactement ce qu'on disait quand Titien présentait un tableau à son commanditaire, quand Rembrandt présentait un tableau à son commanditaire. Hein, vous connaissez l'anecdote. euh, Rembrandt envoie un tableau, donc un portrait, à un commanditaire. Le commanditaire le renvoie en disant prière de le finir. Et Rembrandt renvoie le tableau en disant un tableau est fini est achevé quand j'ai décidé qu'il était achevé. Voilà. Bon. Donc, Philippe IV n'a peut-être pas voulu risquer la même déconvenue ou la même gifle. Il a évidemment accepté le tableau. Donc, euh, c'est un tableau aussi aux dimensions naturelles, c'est-à-dire qu'il est, quand on est devant lui, ben, il a la taille du personnage, hein, de Philippe IV lui-même. Et si vous regardez bien, il a le collier, vous voyez, de la toison d'or. On distingue le collier de la toison d'or. Et là, contrairement à un portrait qu'on va voir après, le collier de la toison d'or, disons, il est suspendu par une chaîne en or pour montrer donc l'importance de cette décoration. Hein. Il a déjà fait son premier voyage, ses voyages en Italie, et le coloris, vous voyez les rideaux, la chaise, etc., sont très influencés par l'école vénitienne. On a beaucoup salué le travail aussi sur la lumière. Regardez, le bras gauche qui est replié sur la table, qui est appuyé, la main gauche qui est appuyée sur la table, donc le bras est plus sombre que le bras droit. Donc l'ombre, la lumière frappe de la gauche vers la droite. Seulement, quand on regarde les jambes, vous voyez que c'est l'inverse. La jambe qui est sur notre droite, donc sa jambe gauche, est plus éclairée que l'autre jambe qui est pourtant dans le trajet de la lumière. Hein. Voilà, c'est donc une décennie, décennie 1630, 1640, c'est vraiment quelque chose de vraiment une décennie très importante dans sa production. C'est vraiment quelque chose d'important. Peu avant ce tableau, il a anobli Velázquez, le roi. Malgré les réticences de l'ordre de Santiago sur ses origines roturières, et on en parlera à propos des Ménines, par exemple. Hein. Il semble que finalement, le but de Velázquez, c'était un but aussi, c'était un peu, si vous voulez, de monter dans la hiérarchie sociale. Hein. Les peintres voulaient monter dans la hiérarchie sociale. Donc c'était un homme qui cherchait les décorations, qui cherchait vraiment, vous voyez, à être à avoir, disons, de la reconnaissance en quelque sorte. Hein. Voilà. Donc un tableau, vous voyez, qui n'est pas tout à fait dans la lignée des portraits officiels. Le même Philippe IV à cheval, n'est-ce pas? Et je cite donc Quevedo, donc, qui disait que Velázquez avait renoncé à l'imitation conventionnelle pour une peinture confuse qui recrée dans les yeux de l'observateur une image proche de la réalité grâce à la vibration et à l'intensité de ses touches. Vous voyez, je mets en commentaire, les impressionnistes et divisionnistes apprécieront, hein, c'est évidemment quelque chose donc d'important. Philippe IV à cheval, c'est un homme malin, Velázquez, un homme malin. Euh, il a, il a beaucoup de commanditaires qui viennent le voir, des nobles, etc., des gens riches, etc. Et beaucoup veulent aussi un portrait à cheval. Alors il s'est constitué un catalogue de chevaux. Il a dessiné donc dans un catalogue plusieurs dizaines de chevaux. Et quand vous venez lui commander un portrait équestre, eh bien, il vous montre son catalogue et puis il vous dit, bah, choisissez le cheval.
hein. Alors, vous savez aussi que on n'a pas, jusqu'à l'invention de la photographie et encore de la photographie séquentielle, on n'a pas vraiment l'idée de la manière dont les chevaux tenaient leurs pattes quand ils marchaient ou quand ils couraient. Ce qui fait qu'évidemment, donc, l'attitude du cheval est fausse. Et il faudra attendre donc la fin du XIXe siècle pour commencer à faire des tracés réalistes, si vous voulez, des chevaux. Mais en même temps, on utilisait un petit peu la même technique que Paolo Uccello. On allait sur les manèges pour enfants, où il y avait des chevaux de bois, et on ramassait donc les chevaux qui étaient cassés, donc qui ne pouvaient plus servir au manège, et donc, on en faisait donc voilà, on les peignait, on les mettait sur les tableaux. C'était les modèles donc des chevaux. Et vous voyez, c'est toujours des chevaux un peu raidis, un peu figés comme ça, puisque c'est copié donc sur des chevaux de bois, hein. Il y a trois sources d'inspiration pour ces portraits équestres. Il y a la statuaire antique. Il a vu donc la statue de Marc Aurèle au Capitole à Rome. On a aussi donc la tradition de la Renaissance avec les statues ou les fresques équestres qu'on a à la Renaissance. Et puis aussi beaucoup de portraits de Rubens avec des chevaux. Donc il a beaucoup de modèles, hein, sous les yeux. Il a dans la main droite, le même bâton que vous voyez chez le prince Balthazar. Il a le bâton de commandement. Puis à gauche, donc avec la main gauche, il tient la bride du cheval. On voit évidemment que le cavalier est un cavalier émérite. Vous voyez, il est très décontracté. Il a une grande prestance. Et la selle est décorée à la manière espagnole. C'est un tableau, vous voyez, qui est peint sans doute aussi devant une toile peinte. Et si vous regardez cette toile peinte qui est dans l'atelier donc du peintre, regardez le côté rapide de la peinture de cette toile. Et on dirait, vous voyez, c'est déjà quelque chose qui annonce la peinture du 19e siècle, hein, des peintures de Géricault, vous voyez, de gens comme ça, où on va très vite. D'ailleurs, celui qui encense Velasquez, n'est-ce pas, Luca Giordano, on l'appelait Luca fa presto, Luca le rapide, parce il faisait donc il peignait très très vite. Et Velasquez sait aussi faire ça. Vous voyez, il sait aussi aller très vite pour donner donc une sorte de vie au tableau. S'il y avait que le cavalier et le cheval, ça serait très immobile, très très fixe. Le décor, qui pourtant ne bouge pas, donne l'impression donc vous voyez, du mouvement, de même l'écharpe qui se relève donc notre cavalier, n'est-ce pas? C'est déjà aussi cela, hein. Voilà, donc alors quelqu'un va découvrir Velasquez et être en admiration devant lui. C'est Goya. Il va obtenir l'autorisation de faire toute une série de gravures des tableaux de Velázquez. Il va vraiment consacrer beaucoup de temps à ça. Il va énormément travailler la peinture de Velázquez, et il veut analyser en détail donc la technique de Velázquez. On raconte, mais on l'a perdu, qu'il avait même d'ailleurs gravé les Ménides, hein. Voilà, il est, vous voyez, dans une lettre à un critique d'art, Goya écrit qu'il a trois maîtres: la nature, Velázquez et Rembrandt. Vous voyez, donc le lien aussi donc entre Velázquez et puis Rembrandt et Caravage. Donc, hein. Voilà, donc vous voyez, il a bien restitué donc évidemment donc le côté noble et décontracté, très bon cavalier donc du roi. Euh, Ça vous montre donc l'importance donc de Velázquez, hein, et qui aura Goya comme enfant, comme fils spirituel, si je puis dire, artistique. Alors évidemment, donc comme je vous disais, qu'il se constitue
un grand catalogue de chevaux. Eh bien, voilà l'infant Balthazar sur un cheval là-haut, vous voyez, et puis en bas donc Isabelle de France, donc la Isabelle de Bourbon, la première femme donc de Philippe IV. Et vous voyez que ce sont des portraits toujours devant des toiles peintes. Évidemment, c'est pas fait en plein air, hein, on travaille en studio, donc on dresse une toile peinte derrière et on peint comme ça. Vous voyez, elle monte évidemment en Amazone, Isabelle, mais le petit, il est déjà très déluré à cheval, hein, puisqu'il lâche même, vous voyez, il permet même de lever la main avec le bâton de commandement, n'est-ce pas? Et puis on voit que les tissus volent derrière lui, donc sans doute il doit aller à une certaine vitesse. Vous voyez, on a des chevaux à chaque fois différents. Regardez les pattes, elles sont pas les mêmes, hein, mais donc il a un catalogue de chevaux et il veut montrer donc le calme et disons la patience d'Isabelle et puis le côté vigoureux de Balthazar, l'héritier du trône, n'est-ce pas? Et regardez, le cadrage est différent, donc hein, on cadre le cheval de Balthazar différemment de celui d'Isabelle de France. Regardez aussi le décor qui est très beau, vous voyez. Et si vous voulez, il annonce à la fois la peinture du 19e siècle, mais en même temps, il reprend l'idée de la perspective atmosphérique, donc de Léonard de Vinci, puisque vous voyez en particulier dans le portrait de Balthazar la façon dont on montre, on va vers des tons chauds qui sont à l'avant-scène, vers des tons froids, des tons froids donc derrière. Hein. Alors je réponds à quelqu'un qui me fait qui me pose une question. Non, j'ai pas dit que le décor du roi est fait à l'espagnol, c'est la selle, si vous voulez. Si on regarde en détail, donc elle est décorée à l'espagnol, hein, la selle donc sur laquelle il est posé, il est assis. Hein, voilà. Euh, et puis alors, évidemment, donc quand on fait des tableaux comme ça, on fait des tableaux aussi donc d'histoire, donc et pour le palais du Buen Retiro à Madrid, donc on a commandé, Philippe IV commande 12 tableaux à différents peintres. Vous voyez, là, si vous voulez, il ne donne pas l'exclusivité à Velázquez, donc il y a beaucoup d'autres peintres. Et donc ça, c'est la reddition de Breda. L'armée espagnole de Spinola, du commandant Spinola, fait le siège de la ville de Breda pendant un an. C'est un siège qui marque beaucoup l'art espagnol, puisque par exemple, il y a une pièce de Calderón qui s'appelle Le siège de Breda, qui est écrit en 1625, et qui se termine, comme le tableau, donc, par la remise des clés de la ville de Breda que on donne donc aux vainqueurs espagnols. Alors, il y a un commentaire du pape de Urbain VIII qui avait félicité Spinola, donc le vainqueur espagnol, en disant que le paradis se réjouissait qu'il ait lavé ses mains dans le sang des hérétiques, puisque donc c'est les catholiques qui triomphent donc des protestants. Et la lecture de Velázquez est une lecture complètement différente de celle, disons, guerrière, méprisante un petit peu d'Urbain VIII. C'est tout à fait différent de ça. Regardez, à gauche, ce sont les Hollandais et à droite, ce sont les Espagnols. Vous voyez d'ailleurs que sur le plan des lances, les Espagnols ont l'avantage. Hein. Regardez la façon dont les Hollandais se positionnent. Celui qui tient, vous voyez, qui est de trois quarts d'eau, il tient sa lance d'une manière un peu désespérée. Quoi. Il sait que ça sert plus à rien, c'est fichu, on a perdu. Bon, celui qui est derrière lui, qui est à l'extrême gauche avec
ce vêtement un petit peu bleu-vert comme ça, sombre. C'est un personnage donc qui nous regarde droit dans les yeux et donc qui nous fait rentrer dans le tableau en quelque sorte. Hein. Les Hollandais, donc ils sont abattus. Ils sont abattus. À droite, au contraire, ce sont les lances espagnoles. Et à l'extrême droite, donc en regard de ce personnage de gauche qui nous regarde, vous avez un autoportrait de Velázquez. Vous voyez le personnage qui est assez à droite là entre le bord du tableau et puis et puis le cheval. Hein. Euh, les deux généraux au centre, Spinola donc à droite et puis l'autre qui est à gauche, donc le batave qui est à gauche, eh bien, donc vous voyez, ils sont très nobles. Euh, les, les, le personnage de gauche, donc le vaincu, s'incline vers le personnage de droite, devant Spinola, tout en lui tendant les clés de la ville. Et avant même de prendre les clés de la ville, euh, eh bien Spinola s'incline vers lui et puis il lui met la main sur l'épaule, comme s'il voulait lui dire ne vous inclinez pas devant moi, vous êtes aussi brave que moi, vous avez la même valeur que moi, simplement je suis le vainqueur, vous êtes le vaincu, mais sinon, vous voyez, c'est très digne. Il n'y a pas de volonté d'écraser le perdant. On a l'impression donc qu'il y a une certaine chaleur humaine entre eux et que d'ailleurs les Espagnols qui sont derrière Spinola, qui regardent donc ce qui se passe, ils sourient. Ils ne sont pas méchants avec les vaincus, n'est-ce pas? Le prince Justin de Nassau, qui est le gouverneur de Breda, donc, n'est pas humilié. Les perdants ne sont pas humiliés par les vainqueurs. Simplement, il y a un grand respect entre les deux. D'ailleurs, le personnage de Spinola, vous voyez, il tient son chapeau, il tient son bâton de commandement et son chapeau ensemble dans la même main. Donc, il s'est découvert pour accueillir le Justin de Nassau et donc il le respecte profondément. Donc, on est tout à fait dans une lecture de l'histoire tout à fait différente de la façon dont le pape donc célèbre ça. Hein. Ça n'empêche pas que derrière à l'arrière-plan, on souligne que la guerre, c'est quand même terrible. Par exemple, vous voyez, on a l'impression aussi que c'est devant une toile, vous voyez, que c'est peint comme une toile de fond, comme une toile comme on en utilise dans les théâtres à l'époque. Hein. Vous avez la fumée des canons qui fument encore, vous voyez. Vous avez les dernières escarmouches d'une bataille dont l'issue est déjà certaine. À la limite, on peut même se dire que par la différence du chromatisme, on est plutôt dans les valeurs chaudes à l'avant-scène et à l'arrière-plan, on est plutôt dans des valeurs froides, eh bien, on vous montre deux moments différents, donc deux moments différents de la bataille, la fin, la soumission des vaincus, la reconnaissance de leur défaite, et puis la bataille donc en arrière-plan. Et donc on a, si vous voulez, il réussit dans un tableau comme ça, donc un tableau d'histoire, il réussit, si vous voulez, à mélanger en quelque sorte les temporalités. Vous voyez, on est vraiment aussi dans quelque chose qui, pour nous, ça paraît évident, mais à l'époque, on est dans quelque chose qui transgresse beaucoup les règles, si vous voulez, les règles de ce genre de peinture. Hein. Euh, il rend hommage aussi dans ce tableau, même si c'était pas la pratique habituelle de Caravage, il rend hommage à Caravage, par exemple, la croupe du cheval de droite, vous voyez, derrière lequel donc se trouve l'autoportrait de Velázquez à droite, hein, à l'extrême droite. La croupe du cheval,
elle est copiée, elle est reprise de la croupe du cheval de la conversion de Saint Paul qui se trouve à Santa Maria del Popolo à Rome, hein, dans la chapelle donc avec les trois Caravages à Rome, Saint-Louis des Français et puis aussi donc à Santa Maria del Popolo, hein, pas à Saint-Louis des Français, hein, à Santa Maria del Popolo. Donc c'est la même croupe que la croupe du cheval, donc duquel tombe Saint Paul, de cheval quand il fuit donc après la mort du Christ. Donc, vous voyez, on ne montre pas la soumission, mais la réconciliation avec l'adversaire. Alors, quelle est la leçon qu'on peut en tirer? Eh bien, c'est que le drame de la guerre est encore présent dans le fracas des armes et de la fumée des canons, mais ce sont finalement deux corps d'armée chrétiens. Et c'est ce qu'on pourrait appeler la guerre chrétienne entre un protestant donc et puis un catholique. Et donc, vous voyez, on est dans une espèce de volonté d'apaisement, de leçon d'apaisement, donc sans doute d'ailleurs tout à fait dans l'optique de Philippe IV d'ailleurs, pour sortir donc de ces guerres meurtrières. Hein. Euh, regardez aussi, il y a vous voyez à côté du cheval de droite là, un personnage tête nue aussi, vous voyez, avec un peu de jaune, qui nous regarde également. Hein. Ce sont les trois qui nous regardent avec Velázquez également, l'autoportrait de Velázquez qui nous regarde, comme s'il nous disait, voilà, voilà, vous voyez, c'est ce qu'il faut maintenant faire. Évidemment, les Hollandais sont beaucoup plus touchés, meurtris que ceux de droite, hein, que les, euh, que les Espagnols de droite, mais enfin, on les respecte. Simplement, aussi, on utilise les lances à l'arrière-plan, et ça, c'est, vous le savez, c'est dans l'histoire de la peinture, c'est quelque chose d'important. Plus tard, on découvrira, quand on commencera à fouiller Pompéi, on découvrira cette magnifique œuvre où on voit donc Alexandre vaincre Darius, n'est-ce pas, la bataille d'Alexandre et de Darius avec les lances, et Paolo Uccello, vous le savez, donc dans ces trois tableaux de la bataille de San Romano, l'une est à Florence, l'autre à Londres et la troisième est au Louvre, eh bien utilise aussi beaucoup donc ces lances, le mouvement des lances chez Uccello décrit les différents moments de la bataille et donc inscrit aussi donc l'œuvre picturale donc dans la durée d'un événement. Hein. Voilà. Voilà, donc un tableau extrêmement important de Velázquez, et alors également, on a l'impression d'arriver, si vous voulez, c'est comme si on ouvrait une porte et qu'on arrivait et qu'on voyait le moment précis où le Justin de Nassau donc remet les clés de la ville de Breda à Spinola. Et donc là encore, si vous voulez, c'est comme s'il vous peignait l'instant décisif. Vous voyez, un mot qu'on va beaucoup employer en termes de photo, on dira que Cartier-Bresson, par exemple, était le roi de l'instant décisif, déclenché la photo donc juste au moment qu'il faut, ni un dixième de seconde trop tôt, ni un dixième de seconde trop tard. Là, c'est pareil, vous voyez, on est vraiment au moment où il se passe, où la chose importante donc se passe, donc on ne veut pas humilier le vaincu. C'est donc, vous voyez, une véritable méditation sur la guerre il nous montre Velázquez donc la grandeur humaine et l'aménité de ces deux adversaires qui sont aussi deux chrétiens. Voyez, et donc c'est aussi un appel, un appel à la guerre. On sort évidemment là à ce moment-là, le moment qui est décrit ici, on sort quand même d'un moment très lourd puisque le siège a duré 10 mois, hein, 10 mois qui ont été nécessaires donc aux troupes de Philippe IV pour en venir à bout. Et donc, ça a été évidemment donc des moments extrêmement difficiles. Alors il y a donc évidemment 12 victoires, il fallait faire 12 victoires.
Et donc il y a eu 12 peintres qui ont fait cela. Et on les mettait en regard des 10 travaux d'Hercule, qui 10 parce que ça répondait donc aux 10 fenêtres qu'il y avait sur chacun des murs. Et donc, vous voyez, c'est vraiment une œuvre qui est importante dans la façon dont on va l'exposer par la suite. Il a, d'après les radiographies qu'on a faites de cette œuvre, on sait que Velázquez donc a allongé les lances, que il a essayé plusieurs visages pour les visages espagnols. Ce sont en principe des personnages importants qu'il a reproduits. Et le il a aussi fait une sorte de, il a pris aussi une forme de liberté prise vis-à-vis de l'histoire, hein, puisque les Espagnols sont bien fringants là pour des gens qui ont quand même mené, qui viennent quand même de mener une très très dure bataille. Alors, on continue dans les portraits de Philippe IV. On revient au portrait de Philippe IV. Ça, c'est un portrait très célèbre de lui, qui date donc de 1626, qui est évidemment au Prado, hein, comme la plupart. Philippe IV en noir. C'est important. Il s'inspire beaucoup de Titien pour ce portrait. On pourrait prendre des portraits des doges, par exemple, par Titien, ou de Charles Quint. Il y a beaucoup qui ressemblent à ça. Il y a un très beau travail, presque théâtral, sur la lumière, qui qui épargne l'habit, le vêtement. On a une lumière seulement réfléchie sur le vêtement, mais on a une lumière en direct sur le visage et les mains donc de Philippe IV. Euh, le roi vient de recommander à la cour donc la sobriété. Il faut être sobre, il faut pas exagérer dans les décors, etc. Et donc vous voyez, il fait un tableau très simple. Simplement, la lumière qui est caravagesque, n'est-ce pas, détache la tête et il fait briller. On a pu dire qu'il fait briller les cheveux comme si c'était une couronne. Et puis la façon dont il montre les mains montre aussi un homme énergique. Néanmoins, on peut dire qu'il y a dans l'expression du visage une sorte de gêne, comme comme s'il n'était pas content de poser, comme s'il était gêné de poser, comme s'il manquait de naturel. Et il veut montrer par là la timidité et puis aussi la mélancolie donc du roi. Il veut montrer ça aussi, c'est pris aux Italiens, pris aux grands peintres italiens qu'il a connus. Vous savez que à la Renaissance, par exemple, donc le portrait, même le portrait qu'on fait dans un moment de grand plaisir ou de joie ou de bonheur, il doit avoir une part de mélancolie. Hein. Pensez d'ailleurs à la Joconde hein, pour ça. Il doit avoir une part de mélancolie car il y a toujours une insatisfaction, celle de l'âme qui aspire donc euh, à l'éternité et puis à la perfection et qui se trouve donc prisonnière dans un corps imparfait. Et donc ça c'est important, vous voyez. Alors il a beaucoup retravaillé, il a beaucoup retravaillé le portrait. Euh, il a, il a vraiment retouché beaucoup. Par exemple, le, le visage. Hein. Il a vraiment retravaillé beaucoup le visage. Le, le portrait de Philippe IV en armure est un portrait très intéressant aussi. Il date de 1628. Il est aussi, vous voyez, on peut dire sans complaisance, il n'est pas du tout arrangé, Philippe IV. On montre son côté prognate, la bouche est pas belle, le regard est pas non plus très beau, n'est-ce pas? Et
Et il est marqué par, ici, quand il fait ça, il est marqué par aussi la rencontre avec Rubens, euh, et, euh, et il montre il montre un personnage qui est qui est pas heureux. Il montre un personnage qui est pas heureux. C'est, vous voyez, un petit peu la caractéristique de ces portraits de Philippe IV. On sent que c'est un personnage qui est pas bien, qui aimerait mieux peut-être avoir une autre vie. Et on peut dire que Philippe IV ici est prisonnier de son destin, même s'il est martial avec cette magnifique armure, hein, là il ne la floute pas, il la peint vraiment en détail. C'est un signe quand même de grandeur. Et puis cette écharpe rouge magnifique, donc qui barre la, euh, le torse. Et c'est une toile, on s'est longtemps demandé, et on se le demande toujours d'ailleurs, si c'est pas un modèle qu'a fait Velázquez, et pour que d'autres peintres donc utilisent ça. Vous voyez, ils auraient pu changer l'expression de la tête, etc. Mais voilà, c'est un modèle où on a que le visage, si vous voulez, à changer pour le préciser. Mais sinon, vous voyez, c'est un tableau très différent, vous voyez, des autres. Il va modifier toujours avec la radiographie, on découvre ça. Il a modifié la position des épaules. Il a aussi, au début, il avait fait une armure sans l'écharpe rouge. Imaginez qu'elle n'est pas là. Vous voyez comme le tableau gagne avec cette vibration de rouge donc qui arrive, hein. On est déjà, vous voyez, dans cette recherche du ton local qui sera beaucoup utilisé, qui sera beaucoup recherché, par exemple, par Delacroix au XIXe siècle, hein, où justement, quand on a besoin d'une couleur quelque part, on trouve un alibi donc pour le mettre là. Évidemment, c'est cette écharpe rouge, euh, et, et on pense que peut-être ce tableau aussi a pu servir. Vous voyez, on l'allonge un peu, on met le bassin, et puis ça peut servir aussi pour un portrait équestre, pour un portrait donc sur un cheval, hein. Voilà, voilà un portrait très particulier. Deux autres encore, ce qu'on appelle Philippe IV à Fraga, qui date de 1644 et qui se trouve à New York, donc dans la collection Frick. Il est peint. Alors pendant la guerre contre les Français, Philippe IV a libéré Lérida. Vous voyez, vous avez vu donc tout à l'heure l'autre libération. Et bien voilà maintenant donc celle de Lérida. Et il tient son chapeau à la main, mais pas le bâton de commandement dans la même main comme il faisait donc avec le personnage de Spinola, donc il y a quelques instants. Il le tient dans l'autre main, et c'est parce qu'on pense que Velázquez a voulu imaginer qu'il vient donc de gagner, vous voyez, la beauté du costume, hein, il est en pleine gloire, la beauté du costume, et donc il s'est découvert et il se tourne donc de côté vers un personnage qui est hors champ, à savoir nous, comme s'il saluait sa femme, vous voyez, comme s'il saluait son épouse. Là, vous voyez, contrairement aux autres, on est dans une orgie de couleurs et de lumière, et on retrouve donc la touche impressionniste faite de petites touches légères et rapides, mais le regard, regardez le regard, c'est pas le regard de quelqu'un qui vient de triompher, qui vient de libérer une ville. C'est un regard triste. Et vous voyez que il peint, si vous voulez, il peint un personnage donc mélancolique. Il peint Philippe IV donc mélancolique, pas très conforme, si vous voulez, sans doute au portrait historique qu'on a l'habitude de voir, hein. Voilà, c'est Lleida, Lérida a été occupée par l'armée française lors du soulèvement catalan en 1640, et donc il l'a libéré. Donc on sait aussi que pour faire ce portrait, Philippe IV, à la demande de Velázquez, a dépensé beaucoup d'argent, euh,
parce que il a fait percer deux fenêtres dans la salle où il devait poser. Il a fait percer deux fenêtres qu'on ne voit pas, vous voyez, qu'on ne voit pas. On a un fond indistinct à la Caravage, là, par contre, comme ça. Et donc voilà, on a démoli pas mal de choses. Et donc il a fait cela, vous voyez, il a voulu mettre ses fenêtres, là où il fallait pour avoir l'apparition donc de cette lumière particulière. Regardez comme la manche du personnage, la manche du roi, donc brille dans la lumière. L'argent, comme il brille, hein, comme il est brillant. Évidemment, on n'est pas du tout là, vous voyez, dans la manière sombre, dans la manière qu'on a pu voir avant. Alors, justement, regardez bien ça, et hop, on passe à ça. Rien à voir. Rien à voir. On est en 1655 et Philippe IV, qui vieillit, il a décidé, un peu comme quand Louis XIV avait refusé de continuer à danser, parce qu'il se trouvait trop vieux, et ben il veut plus poser. Il dit non, quand même, je suis trop vieux, je suis pas beau, je vieillis. Et donc le visage de Philippe IV, hein, regardez par rapport, par exemple, à ce visage-là, hein, bon, il est quand même énergique, même s'il est mélancolique. Là, on voit qu'il est revenu un peu de tout, Philippe IV. Hein. Il est revenu de tout et il veut montrer, finalement, Philippe IV a accepté parce que ça montrait aussi l'humanité et la souffrance secrète du personnage. Donc l'humanité du personnage, mais c'est aussi donc, vous voyez, un portrait officiel à l'envers des portraits officiels qu'on fait d'habitude. Et il faut dire que Philippe IV donc a eu l'intelligence d'accepter donc de faire cela, hein. L'intelligence donc de se montrer comme cela. Je vous demande un petit instant parce que je vois que je suis en fin de batterie, donc je vais connecter ma batterie. Voilà, je pense que ça y est. Voilà, ça y est. Voilà. Après cela, regardons deux portraits, enfin, un double portrait, alors complètement différent, portrait en chasseur. Ça aussi, le portrait officiel du roi, le portrait officiel du pouvoir, donc, le montre également dans sa distraction préférée, donc, qu'est la chasse. À gauche, c'est le cardinal infant Fernando d'Autriche, qui donc est l'infant d'Autriche et qui est apparenté, hein, je crois qu'il est le frère de Philippe IV, et il est représenté, vous voyez, en nous regardant directement, nous, et vêtu d'un costume noir avec un peu d'argent, où on voit d'ailleurs, vous voyez, il y a une grande importance donnée aux gants dans les deux tableaux d'ailleurs, hein. C'est des gants de chamois et il tient le fusil avec ses deux mains et puis on a donc un chien à ses pieds. C'est le même portrait mais inversé, vous voyez, qu'on a avec Philippe IV. Là, on a un décor qui va beaucoup influencer, par exemple, la peinture anglaise du XVIIIe siècle. Vous voyez, on est dans un décor qui est aussi donc qui n'est pas du tout un décor habituel qu'on met dans les personnages qui chassent. C'est obligatoire en quelque sorte parce que il a un nouveau pavillon de chasse, la tour de la Parada, Philippe IV, qui est sur le mont du Pardo, près de Madrid. Et donc, il veut décorer son nouveau pavillon de chasse. Donc, il va commander à Velázquez donc une série de toiles sur le thème de la chasse. On a plusieurs tableaux officiels comme ça de Velázquez, donc consacrés à la chasse. Donc, vous voyez, il va faire des tableaux qui sont pratiquement tous les mêmes. Ils ont le même format étroit. Le personnage est en général, vous voyez, il est représenté de trois quarts, les fusils de chasse à la main,
et le costume de chasse des protagonistes, on le retrouve, disons, d'un portrait à l'autre. Vous voyez, on est dans un autre genre. Ça n'est pas le genre historique. Ça n'est pas, c'est pas la peinture comme la reddition de Breda, une peinture héroïque. Là, on est dans une peinture beaucoup plus, si je puis dire, intime, dans une activité intime. Mais vous avez remarqué, on fait des portraits séparés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas deux personnages ensemble. On aurait pu se dire, tiens, ben, le roi et son frère, on va les mettre ensemble, puisqu'ils sont à la chasse ensemble. Non, on fait des portraits séparés. C'est quelque chose, ça, la notion de portrait séparé, qui va être intéressante quand on va aborder donc la suite, et en particulier les Médines. Alors parmi les portraits d'imagination qu'il fait et qui ont trait à des personnages importants, donc à des personnages du pouvoir, on a cette forge de Vulcain qui est tirée donc des métamorphoses d'Ovide. C'est à gauche, c'est Apollon qui arrive donc dans la forge de Vulcain. Vulcain est le deuxième personnage vers la droite, donc, hein, qui se tient enfin, qui se tient un peu de guingois comme ça, et les autres donc ce sont les ouvriers, les compagnons de Vulcain. Alors qu'est-ce que vient faire Apollon dans la forge de Vulcain? Apollon sait que Vulcain est marié à Vénus, et évidemment, Vénus, reine de beauté, elle est pas très contente d'épouser Vulcain, qui est un être infirme, boiteux, etc. Bon, et donc elle a des amants, et elle a pour amant en particulier Mars. Il y a d'ailleurs un tableau génial de Tintoret sur le trio Vulcain, Vénus, Mars. Et donc Apollon qui voit tout, qui sait tout et qui voit tout, euh, donc vient révéler donc à Vulcain disons son malheur. Et vous voyez que tout le monde s'arrête de travailler. Regardez le personnage de droite, là il est en plein boulot, hop, il s'arrête, il apprend que son maître est cocu, donc il s'arrête de travailler et il regarde Apollon, celui aussi qui est au fond, vous voyez, tout à fait au fond, un petit peu surélevé, donc il regarde la scène, il s'est arrêté de faire ce qu'il faisait, tout le monde s'arrête, tellement ce que dit Apollon, donc les stupéfie et les révulse finalement. Hein. C'est pas habituellement comme ça qu'on montre Apollon, Vénus et Mars. C'est plutôt, on fait un petit peu différemment. Donc, quand évidemment, donc Vulcain veut se venger, et donc il va enfermer pendant qu'ils sont ensemble, il va enfermer Mars et Vénus dans un filet, et il va les retenir prisonniers comme ça, exposés à la honte en quelque sorte. Donc de cela, mais vous voyez, c'est pas ça qui l'intéresse. Velasquez, c'est au contraire ce moment, là encore, l'instant décisif, paf, euh, Apollon annonce cela et tout le monde s'arrête. Un peu comme quand on fait une scène, CE accent grave N-E, quand le Christ dit quelqu'un d'entre vous va me trahir, pof, ouais, tout le monde s'arrête de manger, tout le monde suspend son geste. Voyez, on est dans en fait, on est dans une peinture presque qui reprend le thème de la scène, donc une peinture encore du grand genre. On est dans la mythologie, aussi le grand genre, et on vous montre le pouvoir, la puissance d'Apollon, qui est une sorte de dieu chrétien avant la lettre. Hein. D'ailleurs, plusieurs fois, on a représenté Jésus en Apollon, d'ailleurs. Hein. Je pense que on pense que le Christ de Michel-Ange dans le Jugement dernier de la Sixtine est très inspiré par Apollon, entre autres. Voilà, donc vous voyez, c'est le moment décisif aussi ou de l'annonce, de la révélation. Donc voilà. Mais c'est aussi une peinture qui pense, je vous l'ai dit, celle de Velázquez. Et donc,
c'est plutôt, ça serait pas vraiment lié à l'adultère, ça c'est l'anecdote, mais le fond de la chose, c'est plutôt l'inspiration des arts majeurs sur les mineurs. L'art majeur, c'est le couple Apollon qui est en même temps le soleil, hein, et donc un cérébral, si je puis dire, sur les arts mineurs qui sont représentés par le forgeron. C'est une lecture donc conditionnée par c'est une interprétation qu'on a fait de ce tableau, donc sur un lien entre le monde artistique et puis les arts et puis les arts mécaniques. Voilà, donc vous voyez, on est aussi dans une sorte de clair-obscur, mais un petit peu arrangé, vous voyez, où aussi surtout on essaye de faire l'opposition entre cette lumière étonnante que vous avez dans la petite partie gauche en haut, la lumière d'Apollon, la lumière, la luminosité, et puis le côté sombre de la forge de la forge de Vulcain. Voilà, donc vous voyez, on est aussi dans un désir de rapprocher le mythe du quotidien et de faire du mythe un moyen de penser l'humain, en quelque sorte. Hein. Alors là, c'est pas vraiment un tableau de pouvoir, même si c'est justement Vénus au miroir, mais c'est très intéressant par rapport, quand on pense, disons, à illustrer le thème du réel et de la peinture, hein, de la peinture face au réel. Très beau nu. On ne sait pas. Certains pensent qu'il a dû la peindre, qu'il a dû la peindre à la manière romaine. C'est l'unique nu qu'on possède encore de Velázquez. Il en a fait plusieurs, mais à cause de l'Inquisition, on les a perdus. Et c'est le seul nu de à ma connaissance en tout cas, peut-être qu'il y en a d'autres, mais je ne crois pas, j'en connais pas d'autres, le seul nu de la peinture espagnole jusqu'à Goya. Il avait fait faire un moulage pour celles et ceux d'entre vous qui connaissent la Villa Borghese à Rome, de l'hermaphrodite antique. Donc, il a fait faire un moulage cette statue. Et donc, il s'en inspire là pour le dos donc de Vénus. Euh, elle demande à Cupidon de lui apporter un miroir. On sait que c'est Cupidon parce qu'il y a les rubans donc sur le miroir et puis le petit personnage a des ailes, donc c'est Cupidon. C'est un tableau très intéressant. Regardez, il y a quelque chose qui colle pas. Ça colle pas. Quand il lui présente enfin, ce qu'on voit dans le miroir ne correspond pas à ce qu'on voit dans la réalité. Vénus, elle a la tête légèrement penchée vers la gauche. L'autre, elle a la tête aussi dans le miroir penchée vers la gauche, mais dans le miroir, comme c'est inversé, elle devrait avoir la tête penchée de l'autre côté, vous voyez. Donc ça colle pas. On voit pas le visage de Vénus, mais on voit en tout cas on voit son profil, un petit peu le début de son profil, et ça colle pas avec ce qu'on voit dans le miroir. Sans doute, vous voyez, on a quelqu'un de plus âgé dans le miroir. Sans doute est-ce parce qu'elle se voit donc dans l'avenir. Elle se voit donc quand elle aura perdu une partie de sa beauté physique. Et donc, ça serait un tableau, si vous voulez, assez rare, un tableau sensuel, vous voyez, très sensuel, avec ce très beau corps de Vénus, un corps très moderne hein, pour l'époque, et ça serait une allusion à la vainité et à la brièveté de la beauté. Donc finalement, vous voyez une sorte de tableau philosophique dans laquelle donc on nous invite à ne pas nous attarder sur les apparences, mais à voir le fond des choses. D'ailleurs, les apparences, vous voyez, si on ne décolle pas de l'apparence, elles sont trompeuses, puisque ce qu'on voit dans le miroir n'est pas ce qu'on voit, n'est pas ce qu'on devrait y voir. Autre tableau de, oui, ça colle pas. Hein, vous voyez, d'ailleurs, certains ont dit que finalement, c'était peut-être pas lui qui avait fait le portrait. Ce serait peut-être quelqu'un qui aurait d'autres qui auraient fait le portrait ou que comme on a un petit peu restauré le tableau, ça a été mal restauré. Je crois plutôt
que c'est lui qui a fait cela exprès, vous voyez, que ça ne collait pas, pour pas que ça colle justement, hein, pour pas que ça marche ensemble. Alors le portrait, on a vu le roi abondamment, n'est-ce pas? Et maintenant on voit le portrait de d'Innocent X qui est assis, donc le pape Innocent X qui est assis. Velasquez va à Rome et il a une recommandation, peut-être de Philippe IV d'ailleurs pour le roi. Et donc il apporte sa recommandation, il demande une entrevue au pape et il lui donne donc sa recommandation. Le pape a lu cette lettre, mais le pape, il veut se faire une opinion par lui-même. Et regardez cet extraordinaire regard du pape, donc qui fusille du regard, qui, je dirais, qui radiographie du regard notre Velasquez. Il sait qu'il a quelques secondes pour juger le personnage. Il ne faut pas qu'il se trompe. Et regardez le côté acuité de ce regard, qui est d'un personnage. C'est extraordinaire parce il est constitué euh, comme comme un acteur américain qui sortirait des cours de l'actor studio. Vous savez, on leur apprend à l'actor studio à donner l'impression de la tension par la détente. Et regardez, il est totalement détendu, le pape. Regardez la main, sa main droite, donc qui pour nous est à gauche, comme elle pend, vous voyez, comme elle est abandonnée sur le fauteuil. L'autre main, il y a une toute petite tension parce il tient la feuille, il tient le papier entre ses doigts, mais c'est tout. Il y a que le visage qui exprime la tension, vous voyez, et ça devient quelque chose d'omnubilant, de vraiment d'assez extraordinaire, hein. On a l'impression, le spectateur que nous sommes a l'impression donc de se trouver à l'illusion de se trouver vraiment devant lui. Il va s'inspirer beaucoup de Titien, donc, qui lui-même s'inspirait donc du Jules II de Raphaël. Et donc c'est toute une chaîne, vous voyez, Raphaël, Titien, Vélasquez. Ça part de Raphaël, ça arrive à Vélasquez. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup de Francis Bacon, une autre phrase, n'est-ce pas? Dans tous ces tableaux transparaît cette émotion que Vélasquez a dû éprouver, y compris dans ces très belles œuvres où les figures ont une structure merveilleuse et en même temps la coloration d'un Monet. On sent toujours passer l'ombre de la vie. L'ombre de la vie. Quelle belle définition, n'est-ce pas, de Francis Bacon pour exprimer donc l'art de Velázquez. C'est exactement ça, hein. Ça sera d'ailleurs le propre de l'art européen pendant plusieurs siècles. Alors un certain Boschini fait une description de ce qu'il a, du travail donc sur Innocent X par Velázquez. Avant, il fut à Rome et fit de sa main du pape Innocent, notre grand pasteur, un portrait vraiment de valeur fait de la manière vénitienne, hein. Effectivement, là, on n'est plus, si vous voulez, dans Caravage, on est plutôt dans la manière à la Titien, vous voyez, à la manière vénitienne. Mais quand même, vous voyez, la façon dont c'est tracé, les coloris, l'espèce de rideau rouge derrière, on sent quand même malgré tout que Caravage est quand même présent, hein. Voilà, donc voyez, il ne cherche pas à faire, contrairement à ce qu'il a fait sur son tableau de la reddition de Bréda, où il a montré finalement deux hommes extrêmement amicaux, etc., deux ennemis qui deviennent amis, en fait, qui s'estiment. Là, on est vraiment dans un personnage qui juge, vous voyez, c'est quelqu'un il n'est pas sympathique, le pape, là. Alors c'est un tableau qui va fasciner beaucoup Francis Bacon. Francis Bacon, il est vraiment fasciné par les portraits d'Innocent X de Velázquez, et voilà ce qu'il va faire. Vous voyez, ce portrait d'Innocent X hurlant d'après Velázquez, hein, je vous le mets pour mémoire, avec une très belle phrase, avec une très belle phrase de Francis Bacon
quand il faisait ses tableaux, et puis d'autres également, hein, aussi grinçants que celui-là, il disait: l'homme qui rit devient une bête, l'homme qui hurle, pardon, l'homme qui hurle devient une bête, la bête qui hurle devient un humain. Hein, c'est une belle phrase, une très très belle phrase de Francis Bacon que j'aime beaucoup et qui explique bien ce qu'il fait. Là, on a l'humain, si vous voulez, qui juge mais qui reste humain. Et là, on a l'humain transformé en bestialité, vous voyez, qui est dans la bestialité. Voilà. Et on en arrive évidemment donc à la chose peut-être la plus importante de la journée, qui est ce tableau donc des Ménines de Velázquez, donc qui est un tableau fascinant sur lequel on a écrit des quantités de livres ou d'articles, des milliers et des milliers et des milliers de pages. Je crois qu'on a à peu près écrit autant de choses sur les Ménines que sur la Sixtine de Michel-Ange, n'est-ce pas? Ça va fasciner un certain Pablo Picasso, on en verra juste après avec deux exemples de ça. Alors, c'est un tableau, donc c'est là qu'on peut vraiment reprendre l'expression de Luca Giordano, la théologie de la peinture. Tableau de pouvoir, bien sûr, puisque c'est la famille royale, même si le roi n'est pas là directement, mais on est vraiment dans une réflexion extraordinaire sur la peinture. C'est un des tableaux les plus importants de l'histoire de la peinture, j'allais dire de l'humanité, mais c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire ce qu'a fait là Velázquez. Il y a un texte de Antonio Palomino qui raconte ce que c'est, qui raconte donc l'anecdote en quelque sorte, hein. Il y a ensuite tout un débat important dont je vais vous parler, que je vais vous présenter, entre Michel Foucault, le philosophe Michel Foucault, Daniel Arras, un très très grand historien de la peinture. Si vous voulez lire un livre, si vous ne connaissez pas Daniel Arras et que vous vouliez lire un livre de peinture génial, lisez, ça a paru dans la collection Folio Essai, lisez On n'y voit rien, N apostrophe Y, hein, c'est le négatif, on n'y voit rien, donc de Daniel Arras, c'est extraordinaire. Il y a d'ailleurs un texte très beau sur les Ménines dedans. Et puis il y a aussi donc dans les interventions, il y a aussi donc Hubert Damisch, un grand historien d'art aussi, qui a dit des choses très intéressantes sur les Ménines. Et on peut aussi donc on peut rapprocher aussi, c'est ce que fait Daniel Arras, les Ménines de Velázquez, de l'esthétique donc d'Emmanuel Kant, hein, du grand philosophe Emmanuel Kant. Alors, le personnage qui est dans la lumière, qui prend toute la lumière, c'est donc c'est le Donna Marguerite d'Autriche que vous avez vu tout à l'heure, donc n'est-ce pas, enfant, quand elle était donc très jeune. À ses pieds, vous avez donc à gauche, donc à la gauche d'elle, donc sur sa droite, mais à gauche pour nous, vous avez donc Donna, celle qui s'agenouille, qui s'incline, Donna Margherita Augustina, qui est la demoiselle de la reine, qui lui offre de l'eau, vous voyez, dans une petite burette en terre. Et puis de l'autre côté, qui est debout, vous voyez, elle, vous avez donc une autre demoiselle qui va devenir plus tard une dame d'honneur qui s'appelle Donna Isabelle de Verlasco. Bon, je passe sur les relations familiales, on n'aurait pas le temps de faire cela, puis c'est pas très intéressant. D'après le mouvement donc de cette dame qui est debout près d'elle, on voit qu'elle va s'adresser donc à la fente. Et puis, quand on va vers la droite, on a un chien étendu. Et puis, à côté, vous voyez, collé au bord du tableau, le petit bonhomme là, c'est Nicolasito Pertusato, qui est un personnage important qui va devenir un personnage important de la cour. Si vous regardez bien, il lui flanque un coup de pied au chien. Il flanque un coup de pied au chien, il l'embête, vous voyez, puis il l'embête avec, enfin, bref, il l'embête aussi. Enfin bref, il est en train vraiment d'enquiquiner ce pauvre chien qui a l'air majestueux,
mais en même temps très calme. Vous voyez, il garde parfait empire de lui-même. Derrière, vous voyez, derrière le chien, il y a donc une naine. Une naine, c'est Marie Barbola. Marie Barbola, qui est une naine et qui, alors à l'époque, les cours, il faudrait que vous relisiez ou lisiez si vous ne l'avez pas encore fait, L'homme qui rit de Victor Hugo. Et Victor Hugo, dedans, vous montre comment, à cette époque, donc, les cours se délectaient de nains, de gens donc qu'on avait empêchés de grandir, d'ailleurs, même, ou d'hommes qui riaient, c'est-à-dire à qui on découpait vous voyez, avec une lame, on leur découpait la joue pour qu'ils donnent l'impression de rire sans arrêt. On traçait ça vers les oreilles, comme ça, on avait l'impression qu'ils riaient tout le temps. Voilà, c'est un nain, donc c'est une naine qui est tout à fait commune à la cour. Et puis, derrière, la dame, vous voyez, qui a comme un voile sur la tête, c'est une religieuse, donc Donna Marcella de Ulloa, qui est aussi une dame d'honneur, et elle parle avec un homme qui est un écuyer qui sert donc d'escorte aux dames d'honneur. Et puis, de l'autre côté, donc, vous avez le tableau, vous voyez, qu'on ne voit pas, on ne voit que le cadre, on est derrière le tableau, et vous avez Velázquez en train de peindre. Non, il suspend son geste. Vous voyez, il tient le pinceau, mais il suspend son geste. Derrière, vous avez une des choses les plus importantes, un des miroirs les plus importants de l'histoire de la peinture. Vous voyez, on voit un miroir sur le mur, et dedans, on voit deux personnes, un homme, une femme, le roi, la reine. Le roi n'est pas là, sur le tableau, on ne le voit pas. Il est en train d'être peint sur le tableau, dans le tableau, mais on ne le voit pas. Bon. Et puis, à droite, dans l'échancrure de la porte, n'est-ce pas, il y a une porte ouverte qui conduit vers un escalier, et dans l'embrasure de la porte, il y a un certain José Nieto, le chambellan de la reine. Il est d'ailleurs plus ou moins apparenté à Velázquez, très ressemblant d'ailleurs, dit-on, malgré la distance, l'escalier et puis la lumière réduite. Au mur, il y a des toiles. On a dit que c'était des Rubens et des Jordaens. En fait, c'est des toiles d'un certain Mazo, M-A-Z-O, d'après Rubens et Jordaens, qui sont accrochés au mur et qui renforcent l'illusion. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quel est le sujet, si je puis dire, du tableau? Velázquez, peintre du roi, il est en train de peindre un tableau en vous regardant. D'ailleurs, vous voyez, il y a plusieurs personnages qui vous regardent. L'infante aussi nous regarde. Hein. Velázquez, l'infante nous regarde. Le chambellan là-bas, il regarde ce que fait Velázquez. Voilà. Bon, donc il y a tout un jeu de regard aussi interne au tableau. On ne le voit pas. Nous, on regarde le tableau, ben, on est juste en face du miroir. Seulement, si vous voyez, si vous faites le tracé des perspectives dans ce tableau, la perspective, donc, normalement, elle devrait arriver sur le miroir, puisque vous êtes devant, n'est-ce pas? Puisque le miroir est notre reflet en quelque sorte. La perspective, elle va au contraire là où est le chambellan, vous voyez, dans la porte du fond. Donc il y a un écart entre le sujet du tableau, ce que peint Velázquez, et puis la composition du tableau lui-même, la composition, disons, géométrique, si vous voulez, la géométrie du tableau. C'est donc, on se demande donc ce qui veut dire par là. Hein. Le roi, donc, il est à notre place, ou nous sommes à la place du roi, nous sommes le roi, hein, mais on est deux dans le miroir. Il y a une dame également, donc le roi et la reine. Absolument impossible. C'est impensable de faire un tableau du roi et de la reine ensemble. Comme pour les chasseurs tout à l'heure, on fait deux tableaux différents. Un tableau du roi
un tableau de la reine. C'est pratique d'ailleurs, parce que si jamais la reine vient à mourir en couche, puisque à l'époque vous mourrez avant nous, mesdames, hein, aujourd'hui ça s'est inversé, mais à l'époque vous mourrez, vous avez beaucoup de raisons de mourir avant nous, mourir en couche par exemple, hein. Donc on n'a qu'à refaire le portrait de la nouvelle reine et puis c'est tout. On n'a pas besoin de refaire un double portrait. En tout cas, ça ne se fait pas. C'est absolument interdit, un peu partout d'ailleurs, hein. Même d'ailleurs quand Rembrandt souvent fait des couples, des commanditaires qui lui commandent un tableau, souvent c'est le tableau du monsieur, le tableau de la dame, celui qui va un peu transgresser ça, ça va être Rubens. Donc là, on est devant une situation absolument impossible. Il est impossible que Rembrandt, que Velasquez peigne actuellement donc le roi et la reine ensemble. Alors, du coup, si c'est impossible, on ne voit pas le roi. Le roi est à votre place, mais on ne le voit pas dans le tableau et on ne le voit finalement pas vraiment dans le miroir puisque le miroir ne reflète pas tout à fait ce qu'il devrait refléter, comme dans la Vénus, n'est-ce pas? Le miroir ne reflète pas exactement ce qu'il devrait, refléter. Donc, c'est la disparition, dit Michel Foucault, de celui qui permet et fixe cette représentation, le roi. Donc Foucault dit, bah, c'est une remise en cause du sujet, le roi est supprimé, donc c'est un tableau qui se passe du roi. Bon, alors on pourrait dire tout de suite, ah ben Velasquez, il est en train de préfigurer la Révolution française, n'est-ce pas? On détruit le roi. Non, non, pas du tout, pas du tout. Arras, Daniel Arras, lui, dit c'est d'abord une commande royale, donc on peut pas dire que qu'il élimine le roi, sinon le roi serait pas content. Et il dit au contraire, le roi n'est pas là parce qu'il est partout. Le roi n'est pas là parce qu'il est partout. Il est l'omnivoyant, si je puis dire, du tableau. Tous les regards vont vers lui, mais il ne nous voit pas car le point de fuite est décalé vers la porte, hein, comme on l'a dit. Donc, le roi, il est là sans être là, ou il n'est pas là tout en étant là. C'est Hubert Damisch qui va disons, faire avancer un peu les choses en faisant remarquer qu'il y a donc un écart entre la structure imaginaire du tableau, donc le miroir, son organisation géométrique, la perspective, donc qui va vers la porte. Donc, il ne s'agit pas comme l'horizon correspond par contre au regard du roi. Vous voyez, on est à la hauteur du regard du roi, c'est lui qui est le sujet absolu du tableau. Donc, il ne s'agit pas, contrairement à ce que dit Foucault, d'une élision du sujet. Mais simplement, c'est Arras qui reprend la parole. Arras dit Velasquez a fait glisser l'attention du sujet aux conditions de sa représentation. Ça, c'est intéressant. Ce qui est intéressant dans ce tableau, c'est que ça n'est pas un portrait du roi, mais les conditions de la représentation du roi. Alors ça, voilà quelque chose d'extrêmement intéressant qui nous amène peu à peu vers la solution de cette question sur le tableau. C'est un pseudo-reflet dans le miroir, puisque donc le double portrait est impensable. C'est une fantaisie. Et pour Damisch, l'objet de la représentation est élidé, ce qui ne veut pas dire supprimer, mais supposé présent comme condition et origine de la représentation. C'est parce qu'on peint le roi ou parce qu'on veut peindre le roi qu'il y a cette représentation, qu'il y a ce tableau. Il y a ce tableau ici. Hein. Alors, on peut dire que Arras, c'est là, appelle Emmanuel Kant à la rescousse. Il dit le roi est l'objet transcendantal du tableau, c'est-à-dire quelque chose d'indéterminé, qui peut être déterminé à travers le divers des phénomènes. Alors rassurez-vous, on va expliquer ça, c'est très simple. Pour Kant, un objet a ses deux sens, comme phénomène, celui qu'on voit, et comme chose en soi, c'est idée de l'objet. Si je vois une bouteille, c'est le phénomène de la chose en soi, qu'est l'idée même de la bouteille. Et donc, le tableau de Velázquez, dit Daniel Arras, prend le roi comme phénomène
sa famille, donc la famille qui est là et qui montre que puisqu'il a eu des enfants, il existe, et comme chose en soi, donc insaisissable dans le visible. Pourquoi insaisissable dans le visible? Parce que si vous peignez le roi comme il l'a peint dans les tableaux précédents, eh bien, vous allez avoir, disons, toujours un peu la même chose. Vous allez avoir le roi. Alors le roi, il pourra être à cheval, il pourra être conquérant, il pourra être brillant, il pourra être mélancolique, il pourra vous montrer qu'il en a assez de poser. Bon, voilà, c'est anecdotique finalement. Mais le roi, le corps du roi, ce qu'on peut peindre, il est composé de deux matières. Il est composé du corps lui-même, qui est le même que nos corps, mais comme le corps de Jésus-Christ, par exemple, et puisque le roi est d'essence divine, puisqu'il représente donc Dieu sur la terre, hein, c'est Dieu qui lui permet de régner, eh bien, il a aussi une part de lui-même qui est invisible, qui est la part divine de lui-même, n'est-ce pas? Et alors, ça, on ne peut pas le peindre, comme on ne peut pas peindre Dieu en dehors d'un petit vieux avec une barbe qui ressemble un peu au Père Noël souvent, parce que le côté divin, on ne peut pas le peindre. On peut pas le peindre. On dit Dieu c'est le verbe, ben, aller peindre un verbe, bon, c'est compliqué. Et ce que veut vous montrer Velázquez, donc, et c'est pourquoi c'est la théologie de la peinture, c'est qu'il essaye de définir dans ce tableau, par toutes ces contradictions, par toutes ces énigmes qui vous posent, n'est-ce pas? Il veut vous montrer euh, comment peindre l'impeignable, comment représenter l'irreprésentable. C'est quelque chose qui fascine les peintres depuis l'origine de la peinture, ça, peindre ce qu'on ne peut pas représenter, peindre l'irreprésentable. Ça, c'est quelque chose vraiment qui fascine les peintres. Et voilà une réflexion absolument extraordinaire, parce que insérée dans une œuvre d'art, dans un tableau, donc dans une représentation, voilà donc exprimer ce désir donc de comment peindre, comment peut-on peindre l'irreprésentable. C'est si vous voulez quelque chose qui rend ce tableau absolument exceptionnel. Alberti disait, Léon Battista Alberti, un des grands théoriciens de la Renaissance, il disait que la peinture n'a affaire qu'avec ce qui se voit. Et bien justement, Velázquez se demande comment elle peut avoir affaire avec ce qui ne se voit pas. Vous voyez, le tableau de Luca Giordano que je vous ai montré au départ, c'est un peu ça. Comment, quel est le rapport au réel de cette chose qui est, disons, juste simplement une peinture, ces fruits qui sont juste une peinture. Hein. Et puis, Michel Foucault, il reprend une phrase de Carduccio, qui est un théoricien aussi de la peinture, qui disait la toile blanche voit toutes les choses en puissance. Seul le pinceau peut réduire la puissance à l'acte. Effectivement, la toile blanche, elle a toutes les possibilités. C'est pourquoi aujourd'hui, vous avez des peintres qui présentent des toiles blanches, n'est-ce pas, sans rien dessus, ou juste avec un trait dessus. Elle voit toutes les choses en puissance. Mais le pinceau, lui, il va réduire cette puissance donc à un phénomène, à l'acte, à quelque chose donc qui se voit. Et si vous regardez bien le personnage de Velázquez, regardez, on ne sait pas qu'est-ce qu'il fait. Est-ce qu'il a peint et qu'il se recule pour voir ce qu'il a fait, mais il vous regarde donc pour voir si c'est la même chose que ce qu'il a peint, si ça colle. Ou alors est-ce que il va maintenant dessiner, mettre le pinceau sur la toile, et donc vous lâchez des yeux, n'est-ce pas? Et donc vous peindre finalement de mémoire. On ne sait pas. Qu'est-ce que va faire le personnage là-bas, ce chambellan dans la porte? Est-ce qu'il rentre? Est-ce qu'il sort? Vous voyez, cette position laisse l'incertitude. Ce qui est certain, c'est qu'il s'est immobilisé sur les marches pour regarder. Vous voyez, c'est l'incertitude absolue. C'est un tableau qui représente donc l'incertitude absolue.
Voilà, donc vous voyez, on est vraiment dans quelque chose d'assez particulier. On est dans la théologie de la peinture, comme le disait si bien Luca Giordano. Si vous regardez il porte donc le personnage de Velázquez porte la croix de la croix rouge de l'ordre de Santiago, et on pense que une légende longtemps courue comme quoi Philippe IV, qui prenait aussi des leçons de peinture, qui s'extasiait sur ce tableau. Il avait parfaitement compris l'importance théologique, si je puis dire, de ce tableau, philosophique de ce tableau. Donc, il aurait rajouté la croix de Santiago. Alors, c'est pas vrai, c'est pas le roi qui a mis ça, puisque donc il a été décoré de la croix de Santiago beaucoup plus tard, et le roi d'Espagne ne peut pas choisir, ne peut pas, c'est pas lui qui désigne les membres de l'ordre de Santiago, c'est une commission spéciale qui vérifiait la pureté généalogique de l'intéressé. C'était euh, très réactionnaire, si je puis dire, comme chose. Il fallait surtout pas, il fallait vérifier donc la personne qu'on allait décorer n'avait aucune trace de sang juif ou maure, hein, donc arabe, dans les veines. Autrement dit, donc qu'il avait qu'il avait le sang absolument pur. De même, aucune des deux branches de sa famille, donc il fallait remonter assez loin dans le temps, ne devait avoir pratiqué le commerce sur plusieurs générations. Alors on a eu des problèmes avec Velázquez, qui était peintre, puisque donc un peintre ça vend sa peinture, mais comme on l'a vu au départ, lui il n'avait pas besoin de vendre, et donc il ne pouvait pas être considéré comme un commerçant. Donc voilà, il avait droit, il a eu droit, donc quelques temps avant sa mort, on pouvait donc le couronner donc de l'ordre de Santiago, hein. Voilà. Donc sinon d'ailleurs, il aurait risqué de ne pas échapper à la censure, et on aurait pu perdre effectivement par destruction donc la si belle Vénus au miroir que vous avez vue. Voilà donc, vous voyez, une réflexion de Velázquez sur le pouvoir, donc sur la nature même du roi, humain, matériel ou immatériel, vous voyez. Oubliez la reine. Ce que vous voyez dans le portrait, ça n'est pas ce que peint Velázquez, c'est impossible, n'est-ce pas? Velázquez, lui, il peint donc ce qui ne se voit pas, justement. Alors, un qui est fasciné par ça, il va être fasciné par ça. Vous voyez, je vais montrer les différents personnages ici, avec ce très bel effet, hein. C'est un magnifique effet de contre-jour, le personnage dans la chambre. Et puis, donc, les 44 variations de Picasso en 57, il est complètement fasciné par les Ménines, et il va faire 44 variations en quelques mois. Donc, il s'enferme, il ne sort presque plus, et il passe son temps donc à dessiner les personnages ou à les refaire. Alors, avant de vous le montrer, voilà, je vais vous montrer. Non, mais là, on voit mal. Voilà, regardez Velázquez, donc derrière son tableau, comme il est petit par rapport au tableau. C'est-à-dire que le peintre est grand par son action, par son œuvre, mais il n'est pas grand sinon lui-même, hein, il est petit. Et regardez la façon dont se représente Picasso, il est plus grand, oui, il est en tout cas à la même taille, il est beaucoup plus grand, donc en tout cas que Velázquez, vous voyez. Deux visions du peintre. Pour Picasso, donc, le peintre devient plus important que le tableau. C'est un petit peu une référence à Rembrandt, qui aussi était fasciné par justement le fameux Zeuxis, ou les peintres de l'Antiquité, dont on connaît encore les noms, on les considère comme des peintres importants dans l'histoire de la peinture, alors qu'on n'a retrouvé aucune trace de leur peinture, sinon dans les descriptions que font les chroniqueurs de l'Antiquité. Voilà, en tout cas, vous voyez donc une vision déjà très modifiée donc du roi,
de l'importance donc du peintre par rapport à sa peinture. Vous voyez aussi que le miroir a changé ici, mais c'est pas le cas dans d'autres variations. On voit surtout le roi qui est presque caricaturé, n'est-ce pas? Et puis on aboutit évidemment donc quand on dépaisse le tableau à la manière des cubistes, n'est-ce pas, en petites facettes comme ça de miroirs brisés. Eh bien voilà donc une autre des variations des Ménines où là évidemment finalement tout est dématérialisé si je puis dire. Vous voyez, tout est euh, réfléchi à part justement le spectateur là-bas, le chambellan qui entre par la porte du fond. Voilà, donc vous voyez, Velázquez, c'est un peintre de cour, mais si on ne considère Velázquez que comme un peintre de cour, ça ne serait pas intéressant et ça ne serait pas lui rendre l'hommage qu'il mérite. C'est certainement de tous les peintres, enfin tous les grands peintres pensent, que ce soit toute la peinture, toutes les peintures des grands peintres, c'est une peinture qui pense. Là, avec Velázquez, vous voyez, dans les Ménines, un des tableaux les plus énigmatiques. On n'est pas sûr, évidemment, ce que je vous ai dit, ce que je vous ai expliqué sur ce tableau, c'est une des visions, mais il y a eu quantité d'autres visions là-dessus. C'est, je pense, celle qui va le plus loin, c'est la théorie qui va le plus loin sur les Ménines et aussi qui rend le plus de justice sur la manière dont Velázquez pensait la peinture, pensait son art. Hein. Il était quelqu'un donc disons, avait derrière lui tout un bagage culturel qu'il avait pris donc en Italie, qu'il avait appris en Italie et qui le servait. Voilà, donc un très grand peintre, un très grand peintre bien sûr, et je dirais un peintre très cérébral. C'est aussi ce qui le rend moderne, puisque la peinture contemporaine, c'est une peinture assez cérébrale, une peinture qui pense, qui est faite par des peintres qui ont une théorie de la peinture très souvent. Et donc Velázquez, qui a aussi une théorie de la peinture, qui met en pratique une théorie de la peinture, est quelqu'un justement pour cela d'extrêmement moderne. Alors je crois qu'il nous reste quelques minutes, donc peut-être je vous remercie d'abord de m'avoir écouté, et puis ensuite donc si vous avez des questions, je peux m'efforcer d'y répondre. Merci en tout cas de votre écoute. Merci beaucoup Bruno pour cette conférence qui était passionnante. On attend Merci. les questions des participants, participantes. Christine est en train de taper, Monique aussi. Oui, bien sûr, hein, je vous enverrai le replay, mais normalement, vous le recevez automatiquement. Et si ce n'est pas le cas, envoyez-moi une demande sur conférence@intermed.com. J'ai pas l'impression qu'il y ait des questions. Merci pour vos retours. On est ravis que ça vous ait plu. Merci beaucoup pour cette conférence tellement riche et documentée. Je vais la regarder à nouveau pour ne rien rater. Merci Catherine. Vous allez en avoir une indigestion après. C'est Bon, pas et ben, facile à commenter, hein. C'est pas facile à commenter, comme Picasso d'ailleurs. Picasso aussi, il a lui plusieurs théories de la peinture. C'est pas facile à commenter parce que justement c'est très réfléchi. Il n'y a pas un tableau qui ne soit pas réfléchi, quoi, qui soit pas. Euh, Remarquez, c'est pareil pour tous les grands peintres. j'ai l'impression Il- qu'il n'y a plus de questions. Bah, merci beaucoup encore Bruno pour cette conférence passionnante. Et puis à très bientôt. Avec plaisir, avec beaucoup de plaisir. Au Merci à vous. revoir. Je vous laisse clore, je vous laisse. Oui, oui, D'accord, d'accord, c'est je vous qui. clore l'événement. À bientôt, au D'accord. revoir. Merci, merci, bonne fin de journée.